L'information avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À la une de cette édition, les révélations des médias russes et chinois sur un missile appartenant au système de défense israélien Front de David qui se trouverait désormais à Moscou. On en parle dès le début de ce journal. Le débat qui se poursuit en Israël sur la mise en place d'un scrutin direct du Premier ministre, ce sera le thème de 2 minutes pour comprendre. Également dans l'actualité, la libération de deux détenus jordaniens en Israël, la redécouverte des archives de David Ben-Gurion, ce sera notre histoire du jour. Et puis, dans la dernière partie de ce journal, nous recevrons l'historien Alexandre Adler pour discuter de la reprise des activités nucléaires de l'Iran dans l'usine de Fordo. L'information était restée sous silence jusqu'à ce matin. Un missile solaire tiré depuis le système de défense israélien Front de David a été récupéré par la Russie sur le territoire syrien. L'incident remonte au 23 juillet 2018. Le missile lancé pour contrer une série de tirs de missiles envoyés depuis le territoire syrien n'a pas explosé au contact de sa cible. Il a été retrouvé presque intact par l'armée syrienne avant d'être transféré sur une base syro-russe dans le pays. L'engin se trouve désormais à Moscou où il est analysé. On peut imaginer qu'il sera ausculté sous toutes les coutures par les spécialistes russes qui chercheront à en percer les secrets de fabrication. Tsahal a reconnu de son côté ce midi la véracité de cette révélation d'un média russe, citant le journal chinois Sina. C'est clairement un coup dur pour l'armée israélienne. La Fronde de David est un système de défense intermédiaire entre le dôme de fer et les systèmes Hetz 2 et 3. Développé par le groupe Rafael et l'entreprise américaine Raytheon, il est capable d'intercepter des roquettes, des missiles de croisière, des drones, mais aussi la nouvelle génération de missiles balistiques tactiques de basse altitude. Il s'agissait en juillet 2018 de la première utilisation dans des conditions réelles de la Fronde de David. La réaction de Benyamin Netanyahou à la reprise par l'Iran de l'enrichissement d'uranium dans l'usine de Fordo. Les Iraniens ont commencé ce matin à réinjecter du gaz d'uranium dans les 1044 centrifugeuses qui tournent à vide depuis la signature de l'accord de Vienne en 2015. L'Iran poursuit son agression partout. Il cherche à encercler Israël, a déclaré Benyamin Netanyahou à Jérusalem à l'occasion d'un événement organisé par le Keren Kayemet l'Israël. Le département d'État américain a également condamné cette décision iranienne qui, selon lui, n'est qu'une tentative claire de chantage nucléaire qui va seulement aggraver l'isolation politique et économique de Téhéran. Le ton n'est pas moins dur du côté de Paris. Emmanuel Macron a qualifié de grave cette relance de l'usine de Fordo. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une conférence de presse à Pékin où il termine aujourd'hui une visite diplomatique. Pour la première fois de manière explicite et de manière non limitée, l'Iran décide de sortir du cadre du JCPOA, ce qui est un changement profond, a regretté Emmanuel Macron, qui annonce des prochaines mesures françaises dans ce dossier. Nous reviendrons sur cette question iranienne dans la deuxième partie du journal en compagnie du spécialiste géopolitique Alexandre Adler. 2 minutes pour comprendre cet après-midi le débat en Israël autour d'une réforme du système électoral. L'initiative d'Aryeh Deri en faveur de l'organisation d'un scrutin direct pour l'élection du Premier ministre continue à faire des vagues. Le chef du mouvement orthodoxe Chasse, allié du Likoud, a lancé cette bouteille à la mer lundi dernier. Et depuis, la question occupe les débats israéliens. Plusieurs responsables politiques ont approuvé l'idée, notamment Ayelet Shaked. On écoute tout de suite l'ancienne ministre de la Justice. En l'état actuel des choses, il faut comprendre qu'après 2 scrutins électoraux, Aryeh Deri est venu et a dit en substance qu'il n'est pas nécessaire de dissoudre à nouveau la Knesset et de se diriger vers une campagne électorale de 3 mois. On peut organiser une procédure éclair d'1 mois. Benjamin Netanyahou a rejeté la proposition hier via un communiqué du Likoud. La chaîne de télévision Cannes indique même qu'il considérerait l'option comme, je cite, stupide. Mais d'autres sources estiment que le Premier ministre sortant envisagerait en fait sérieusement de revenir à ce système qui lui a porté chance puis malheur il y a une vingtaine d'années. Le spécialiste des questions parlementaires au quotidien Israël Hayom, Gideon Alon, nous rappelle ce matin l'origine de cette réforme. Présentée en 1992, le texte avait été rejeté par le Premier ministre Likoud de l'époque, Yitzhak Shamir. Mais il avait finalement obtenu une majorité parmi les députés, notamment grâce au soutien d'un parlementaire likoudnik qui avait fait sécession sur ce dossier. Son nom, Benyamin Netanyahou. L'élection au scrutin direct du Premier ministre avait été par la suite instaurée en 1996 et c'est le même Netanyahou, fringant leader du parti de droite, qui avait vaincu Shimon Peres au terme d'une campagne très serrée qui lui avait valu le surnom de magicien. 3 ans plus tard, le Premier ministre s'inclina lourdement face au candidat travailliste Ehud Barak. La formule d'une élection directe du Premier ministre sera utilisée une dernière fois en 2001 avec la victoire d'Ariel Sharon, avant d'être abandonnée, les partis politiques considérant que le système rendait encore plus délicate la formation d'un gouvernement. Les instituts de sondage n'ont en tout cas pas tardé à tester ce nouveau scénario. Selon la 12e chaîne de télévision Keshet 12, 40% des Israéliens soutiendraient Benyamin Netanyahou contre 36% pour Benny Gantz.
Les difficultés à former un gouvernement ne posent pas seulement un problème politique, ils rendent également très compliqué la mise en place d'un budget cohérent dans le domaine économique, social, mais aussi militaire. Les explications de notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Le budget de l'État 2019 avait pourtant été passé de justesse, malgré la dissolution de la Knesset en décembre dernier. Mais faute d'un nouveau gouvernement, l'absence de décision politique sur les priorités pour 2020 pose déjà des problèmes. Le ministère des Finances ne peut pas fonctionner normalement, car il ne peut pas disposer des deniers de l'État pour l'an prochain s'il ne sait pas ce que sera la politique du prochain gouvernement, ni la définition de ses priorités. La dette publique, qui a dépassé le plafond prévu de plus de 13 milliards de shekels, va exiger des ajustements, coupe dans les dépenses de l'État ou hausse des impôts, mais il n'y a pas de gouvernement pour fixer la politique et prendre les décisions qui s'imposent. Le secteur de la santé publique attend les fonds nécessaires pour décider quels médicaments seront pris en charge à partir du 1er janvier, laissant les malades dans l'incertitude sur les conditions de renouvellement de leur traitement. Les hôpitaux, déjà en saturation à l'approche de l'hiver, réclament des lits supplémentaires qui ne peuvent être autorisés faute de décision de financement. La situation n'est pas meilleure dans l'éducation nationale. Les parents ne savent toujours pas si la subvention des activités pour les vacances scolaires sera renouvelée. Cela concerne des centaines de milliers d'élèves dont les familles n'ont pas tous les moyens de les prendre en charge. Et la formation continue du personnel enseignant n'est plus assurée. Le secteur social est également impacté. Des structures de soutien pour la jeunesse en difficulté ou les victimes de violences domestiques sont menacées de paralysie, voire de fermeture si leur financement n'est pas garanti pour les mois qui viennent. Personne non plus pour s'occuper des problèmes de transport. La pénurie d'autobus et de trains, en plus du manque d'infrastructures, sont des problèmes récurrents, mais qui sont encore plus aigus par manque de décisions gouvernementales. Et la crise budgétaire touche aussi le secteur de la défense, à cause du gouvernement de transition. Tsahal doit se contenter de son enveloppe budgétaire mêle, sans pouvoir fixer ni budgétiser ses priorités stratégiques et logistiques à plus long terme. Son plan quinquennal, défini par le chef d'état-major sortant, Gadi Eisenkot, aurait dû entrer en application cette année, mais il est resté dans les tiroirs. L'armée de l'air attend de pouvoir renouveler sa flotte vieillissante d'avions et d'hélicoptères. Le nouveau chef d'état-major, le général Kochavi, a lui aussi mis en avant la nécessité d'investir rapidement et massivement dans la défense aérienne pour faire face aux menaces de l'Iran et en particulier de ses missiles de précision et de croisière, mais personne ne peut faire suite à sa demande. Voilà aussi pourquoi Israël devrait vraiment éviter de retourner une troisième fois aux élections. La suite de l'actualité israélienne avec Gabriel Attal qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. On démarre avec la libération des 2 détenus jordaniens en Israël. Les 2 Jordaniens détenus en Israël depuis plusieurs mois ont été libérés aujourd'hui selon des sources locales. Israël avait annoncé leur libération lundi, une décision qui mettait fin à une crise diplomatique entre les 2 pays voisins liés par un accord de paix depuis 25 ans. Les raisons de leur détention n'ont pas été communiquées par Israël selon la Jordanie. De bonnes nouvelles pour les Israéliens qui prévoient de rejoindre Dubaï l'année prochaine. Des responsables de l'exposition universelle de 2020 ont confirmé que les touristes israéliens seront autorisés à se rendre à l'événement, a rapporté aujourd'hui le site Ynet. Une exposition qui se déroulera à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 20 octobre prochain au 10 avril 2021. Israël et les Émirats Arabes Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais entretiennent des relations économiques et les Israéliens sont autorisés à entrer dans le pays avec un passeport étranger ou israélien sous condition d'un visa spécial. Gabriel, votre histoire du jour va nous permettre de nous plonger dans la vie de David Ben Gourion. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'université Ben Gourion du Negev et de Microsoft. Les œuvres historiques, manuscrites et imprimées de son homonyme, l'ancien Premier ministre David Ben Gourion, seront facilement consultables et disponibles pour les chercheurs souhaitant créer une archive tout en un du travail utilisant l'intelligence artificielle. 20 000 pages de sources primaires écrites en près de 7 décennies fournissent à la fois un récit personnel de sa vie et un document précieux pour les chercheurs sur le sionisme et l'histoire israélienne. Les archives de Ben Gourion ont numérisé des milliers de pages de journaux intimes et d'autres archives historiques. Bien qu'elles soient accessibles en ligne à tous, la quantité de données brutes a rendu extrêmement difficile une recherche détaillée. Microsoft fusionnera les entrées de journal de Ben Gourion dans Microsoft Outlook afin de permettre aux utilisateurs de découvrir ce que l'ancien Premier ministre a fait ce jour-là ou tel jour et de se faire une idée de la façon dont le leader a pris des décisions.
Cet outil, qui en est actuellement au stade pilote, permettra d'effectuer en quelques minutes une analyse approfondie des documents historiques. La ministre française des Armées, Florence Parly, annonce une opération réussie contre un chef djihadiste au Sahel. Le Marocain Abou Abderrahman al-Maghrebi, alias Ali Maïchou, considéré comme le numéro 2 et leader religieux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est une organisation djihadiste reliée à Al-Qaïda, a été tué par les forces françaises au Mali début octobre, a annoncé hier la ministre française des Armées, Florence Parly. Le djihadiste a été neutralisé dans la nuit du 8 au 9 octobre sur le sol malien en coordination avec les forces maliennes et un soutien américain, a-t-elle précisé. Ce Marocain était le deuxième terroriste le plus recherché au Sahel, y compris par les Américains, a précisé Florence Parly. On poursuit avec une mauvaise nouvelle pour Donald Trump à 1 an de la présidentielle américaine. Des candidats républicains ont essuyé hier d'embarrassantes défaites pour Donald Trump, qui s'était personnellement impliqué dans les campagnes électorales locales en appelant à barrer la route aux démocrates radicaux. À 1 an de la présidentielle américaine, les démocrates ont pour la première fois en quelques 25 ans repris le contrôle des 2 chambres de l'Assemblée de Virginie. Tenant déjà le poste de gouverneur, il s'empare ainsi de tous les grands leviers du pouvoir de cet État, après une campagne marquée notamment par le débat sur les armes à feu. Et dans l'État conservateur du Kentucky, le candidat démocrate a arraché la victoire à son adversaire républicain. En France, on en a dit un mot tout à l'heure, Emmanuel Macron dresse le bilan de son voyage en Chine qui s'achève aujourd'hui. Le président français et son homologue chinois ont réaffirmé leur soutien à l'irréversible accord de Paris 2 jours après l'officialisation du retrait des États-Unis de cet accord. Le sujet d'Hong Kong a été abordé. Nous avons fait part de nos préoccupations, a déclaré le chef de l'État. Il a assuré avoir appelé les parties au dialogue, à la retenue, à la désescalade et a apporté son soutien aux Français vivant sur la péninsule. Avant même que le président français Emmanuel Macron n'ait posé le pied à Pékin, la diplomatie chinoise l'invitait à ne pas se mêler des affaires intérieures de la Chine. Et enfin, des contrats ont également été signés. Pékin a annoncé 15 milliards de dollars, notamment dans les domaines de l'aéronautique et de l'agroalimentaire. On termine, Gabriel, avec une étude de l'IFOP sur les discriminations. Les discriminations et les agressions visant les musulmans en France sont minoritaires au quotidien, mais sont plus fréquentes que pour le reste de la population, selon un sondage IFOP pour la DILCRA et la Fondation Jean Jaurès, publié aujourd'hui. Selon cette étude, 42% des musulmans vivant en France affirment avoir fait l'objet d'au moins une forme de discrimination liée à leur religion, et ce au moins une fois au cours de leur vie. L'Institut de sondage a testé différentes sphères possibles: discrimination lors d'un contrôle de police, 13%, lors de la recherche d'un emploi, 17%, d'un logement, 14%. Autre enseignement, un musulman sur 4 a été exposé à une agression verbale au cours de sa vie, contre 9% chez les non-musulmans. Merci Gabriel Attal, on va marquer une page de publicité et on se retrouve dans une poignée de secondes en compagnie d'Alexandre Adler. 14h15, Radio J, la suite du journal, Steve Nadjar. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan Rouhani a annoncé hier la reprise de l'enrichissement de l'uranium dans l'usine de Fordo. Il s'agit de la 4e étape de retrait progressif par l'Iran de l'accord de Vienne de 2015. Est-ce selon vous la plus grave de toutes ces violations ? Mais non, ils n'ont pas cessé de faire des violations. Et comme en plus ce sont des gros malins, ils ne sont même pas au courant qu'Israël sait tout, mais rigoureusement tout de ce qu'ils font. Et dans le détail, donc bien entendu, il n'y a aucun effet de souffle. Il y a simplement M. Khamenei qui finalement se porte mieux que ce qu'il avait dit, puisqu'il avait dit qu'il renonçait à tous les soins parce qu'il ne voulait pas perdre sa barbe, je ne sais pas quelle bêtise. Oui, il n'a certainement pas une très bonne santé, mais enfin ça va. Il continue à embêter et il embêtera jusqu'à sa mort. Mais ce n'est pas très grave. Contrairement à ce que les Iraniens pensent, ils ne sont pas au centre du monde. Et ils n'ont absolument aucune carte. Et je voudrais aussi leur dire, pour leur faire un petit peu plaisir, si jamais ils m'écoutent, je ne pense pas qu'ils m'écoutent beaucoup. Peut-être. Ils me connaissent bien, pourtant. Et parfois, ils me citent. Mais c'est même étonnant que ce soit un des pays que je connaisse le mieux, que j'ai le plus visité, ce qui n'était pas naturellement ma vocation. Mais oui. Mais en tout cas, pour revenir aux choses sérieuses, les Iraniens sont totalement diaphanes. Et les Iraniens, le peuple iranien ne tient aucun compte de ce que me raconte l'ayatollah Khamenei. Ils voudraient le voir disparaître, mais ils ne veulent pas
à la différence des révolutionnaires d'autrefois, se mettre dans une situation impossible et se faire éventrer par un certain nombre de sbires qui sont tout prêts à les tuer s'ils le font. Quel est l'objectif du régime iranien dans cette posture agressive ? Survivre. Mais bien entendu, c'est de plus en plus impossible. En réalité, ça fait longtemps que je sais que les Iraniens ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent et qu'ils mentent comme les arracheurs de temps, ça tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est un point où vraiment tout est connu, y compris des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Par exemple, les chances du Bibi Shah, le fils du Shah d'Iran, étaient absolument médiocres. On s'amusait à évoquer son nom, mais enfin, c'était une plaisanterie. Et bien maintenant, on en est au point où, dans le désarroi de l'Iran actuel, les gens sont capables de voter pour qui que ce soit, y compris pour le fils du Shah. Et c'est une chose absolument inouïe. Bien entendu, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas d'élection libre. Mais en tout cas, le désarroi et tout ça, l'indifférence de la population iranienne est totale. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais plaisanté en disant... il me disait, notre slogan, avait dit un Iranien un jour, « Down with America ». Oui, je sais, c'est très habile. Vous dites qu'en fait, les objets sont au sous-sol. Down with America, les objets américains, c'est dans le sous-sol pour visiter. Il dit, ah oui, je vois que vous avez bien compris l'Iran. Mais c'est ça. En fait, tout ça est une vaste plaisanterie. Ah. Et les Iraniens sont déjà profondément engagés vers autre chose. Par ailleurs, ils ont plutôt un bon sentiment pour Israël. Alors vous avez évoqué les États-Unis. On a dit un temps que Téhéran ne prenait pas de mesures radicales dans l'attente de la défaite espérée de Donald Trump en 2020 au profit d'un président plus ouvert au dialogue, comme Barack Obama. Les Iraniens ont-ils Barack Obama, ils l'ont eu. C'était à leur agent. Pendant 4 ans, pendant 8 ans, on a fait comme si on ne voyait rien parce qu'il y avait des raisons métapolitiques pour que Obama n'échoue pas. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un échec d'Obama aurait été bien plus catastrophique en réalité que l'exposition d'Obama. Si on avait dit Obama, c'est un agent d'influence islamiste, il est totalement entre les mains du Hezbollah, des Syriens, etc. Qu'est-ce que ça a apporté ? Un nouveau déchirement terrible du peuple américain et une déception immense de la population noire américaine qui, même si elle sait qu'Obama n'est pas exactement ce qu'elle voulait, a quand même eu cette satisfaction morale extraordinaire d'avoir un président noir. Donc il n'y a plus d'obstacle de ce genre. C'est très important pour les relations raciales et leur avenir. Donc il a fallu faire cheese. Il a fallu supporter ce personnage épouvantable pendant 8 ans et essayer de le circonscrire, si j'ose dire, en ne faisant pas de lapsus. Ce qui a été fait, plus ou moins mal, plus ou moins bien. Mais enfin, pour l'essentiel, ça a été fait, mais heureusement... Netanyahou l'a bien fait, par exemple, au Congrès ? Oui, parfaitement, parce que voilà un homme qui connaît beaucoup mieux les États-Unis qu'Israël et qui a un sens tout à fait important de l'opinion américaine, de comment la manipuler, qui n'est pas tombé dans les pièges. C'était d'ailleurs l'angle d'attaque d'Ehud Barak en 99 contre Netanyahou, en expliquant qu'il était beaucoup plus américain qu'israélien finalement. Sans doute Ehud Barak a fait ça, mais comme Ehud Barak est un imbécile, finalement ça ne lui a pas servi. Et c'est une bonne chose, parce que finalement, moi, Netanyahou, que je n'aimais pas au départ, que je n'avais rien contre lui, maintenant je suis un des partisans inconditionnels, parce qu'il a su changer, il a su évoluer, il a su comprendre, et il a su apporter sa connaissance de l'Amérique. Et évidemment, lorsque sa pauvre mère, qui est un des grands éléments de la folie de cette famille, a pu dire à la radio israélienne, parlant de son fils, quand je pense que mon Yoni, son frère aîné, est mort à Entebbe pour cela, en rejetant son propre fils, je me dis, il n'a pas de chance. Ça peut arriver dans les meilleures familles, mais c'est pas agréable. Alors le dernier dans la mienne, c'est pas arrivé. Et la mienne non plus, bien heureusement. Le dernier plan pluriannuel de Tsahal concentrait ses efforts sur le renforcement des capacités de défense contre le Hamas et le Hezbollah. La remise en cause de l'accord de Vienne va-t-il obliger l'état-major israélien à revoir ses plans pour se préparer à une éventuelle intervention contre l'Iran ? Les plans sont toujours prêts, mais les plans sont tellement subordonnés à l'alliance véritablement de fer qui existe aujourd'hui entre Adel Juber,
l'homme fort de ce qui était autrefois l'Arabie Saoudite et qui est maintenant l'Arabie tout court, puisque c'est la coalition de l'Arabie et des Émirats, et puis Israël. Et sur Jouber qui, je crois, connaît très très bien les États-Unis, puisqu'il était, si je ne m'abuse, ambassadeur. Jouber a eu tous les postes. Mais saoudien. il connaît parfaitement les États-Unis, il a été dans tous les postes américains possibles, il connaît parfaitement les dirigeants iraniens, il les connaît parce qu'ils ont occupé les mêmes postes, il a une compréhension de ce monde extraordinaire, et il est visiblement totalement influencé par Sun Tzu, le théoricien chinois de la non-guerre, c'est-à-dire qu'il veut éviter la guerre à tout prix. Et botter en touche, ce qu'il a fait avec le Qatar finalement, qui maintenant d'ailleurs a déclenché l'ire de Plenel, puisque le Qatar n'est plus du tout l'allié de Villepin, comme autrefois, mais au contraire, il est revenu dans le jeu et il suit Joubert. Donc nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle, et bien entendu, entre Bibi et Joubert, les choses vont totalement ensemble. Et bien entendu, l'intervention du fils de Bibi Netanyahou pour défendre son père avec Yair a été extraordinaire, parce que là, il a créé un effet de souffle. Je m'empresse de dire que je ne suis pas du tout d'accord avec la haine qu'ils ont maintenant développée contre Tzipi Livni, qui mérite beaucoup plus l'estime et la compréhension, parce que c'est la vraie fille d'un héros de l'Altalena sur lequel on a tiré dessus, quand même. Donc, bon, tout ça finira par s'arranger. Un dernier mot Mais sur la... je pense que tout ça est bien, parce qu'il faut effectivement que Netanyahou, d'une manière ou d'une autre, comme on dit en allemand, gehupft wie gesprungen, on ne sait pas comment on s'arrange, mais il faut s'y arranger, continue de diriger la politique étrangère israélienne malgré toutes les provocations actuelles, et continue d'arriver vers une entente de paix entre, évidemment, le monde de l'Arabie, le monde arabe, celui de l'Arabie Saoudite, bien sûr, le monde wahhabite, et Israël. Et cette entente est de plus en plus étroite, les missions secrètes sont de moins en moins secrètes, et en fait, nous en sommes à 2 pas d'une reconnaissance mutuelle. Après, elle sera compliquée, on fera des histoires, mais une fois qu'elle est actée et qu'elle déclenche tout de suite des relations diplomatiques officielles, c'est un effet de souffle. Et nous sommes à quelques jours de ce souffle. Un dernier mot sur la tentative de médiation française dans le dossier nucléaire. Est-ce qu'elle est vouée aujourd'hui à l'échec ? Toute médiation est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, on prend une balle et puis on peut s'en emparer. Donc on ne va pas décourager Emmanuel Macron. Mais il n'a absolument pas aujourd'hui, malheureusement, et je peux le déplorer pour la France, mais les moyens d'influencer de façon importante dans ce jeu-là. Est-ce qu'il est écouté par le régime iranien, notamment par Hassan Rouhani ? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas plus que d'autres. Hassan Rouhani, de toute façon, n'a aucune idée. Il est là, essayer de garder du temps pour les gardiens de la révolution, les Pasdaran, qui essayent, avec Qasem Soleimani, de s'imposer un peu partout. Mais ils ne sont pas encore très loin dans cette ambition. Et de toute façon, les sanctions israéliennes vont continuer, elles vont s'accumuler, mais de manière non provocatrice, puisque c'est les frappes et le non-frappe, tout ça sont déterminés étroitement avec Adel Joubert. Alexandre Adler, merci d'avoir été mon invité. Bonne journée et à très bientôt sur Radio J. Merci. Radio J. C'est la fin du journal magazine. Merci de votre attention. Retour de l'information à 15h. Bon après-midi à vous. Radio J 94.8.